Je donne la parole sans plus tarder donc à Christophe Guillotel-Notman, qui a été formé en France, en Allemagne, donc à l'université de la Sorbonne, l'université Humboldt, qui a été postdoctorant à Wolfenbüttel, à l'Institut Max Planck d'esthétique empirique, qui a été fondé il y a quelques années à Francfort, et également à Édimbourg. Il est entré au CNRS en 2018. Ses travaux portent sur l'histoire de la théorie musicale, la musicologie numérique, et il est également co-rédacteur de la revue Musurgien. Voilà, je lui laisse la parole pour cette communication dont vous voyez le titre affiché. Merci beaucoup. Tout d'abord, un mot de remerciement aux organisateurs du colloque pour cet accueil. Merci à la SFM pour son invitation qui me touche beaucoup. Et merci aussi aux auditeurs qui sont là ce matin pour cette première session où vous êtes levés tôt. Dans ses fondements de l'histoire de la musique, le musicologue Karl Dahlhaus se pose la question fondamentale suivante. Comment répondre à la fois aux exigences d'une démarche historique et aux exigences de l'œuvre considérée comme un objet autonome et se suffisant à lui-même sur le plan esthétique. Le problème qui est thématisé ici concerne l'articulation entre d'une part une approche immanente axée sur la compréhension interne de l'œuvre et une démarche contextuelle visant à la situer dans son environnement historique, sociologique, philosophique et esthétique. Ce problème que soulève Dahlhaus soulève aussi la question de l'interprétation des données musicologiques dans des contextes sociaux variés. La réponse alors donnée par Dahlhaus est celle d'une histoire structurelle de la musique, histoire qui part de l'œuvre en tant qu'objet d'une herméneutique musicale. La musicologie numérique, et en particulier les approches participatives, apportent des nouvelles pistes dans ces domaines. Je reviendrai d'abord sur les enjeux méthodologiques de l'immanence et de la contextualisation en musicologie. Puis je m'intéresserai à partir de projets concrets, à partir de 3 cas d'exemples, sur les possibilités apportées par l'informatique pour l'appréhension d'œuvres et de leur contexte dans le cadre d'une musicologie numérique participative. Alors, le principe d'immanence est exposé à des fortes critiques au cours des dernières années. Et à première vue, il coupe en effet l'objet d'étude, qui est l'œuvre musicale, de ses contextes transcendants. Il faut voir toutefois que l'un des pères du concept, le linguiste danois Louis Hjelmslev, a une conception beaucoup plus complexe et différenciée de ce qu'est l'immanence. Il précise ceci lorsqu'il décrit sa méthode. La limitation à l'immanence peut être considérée comme justifiée si elle permet plus tard un élargissement de la perspective, de telle sorte que les phénomènes environnants soient expliqués de façon satisfaisante à la lumière de la structure même. Ce que dit Hjelmslev ici, c'est que l'immanence est une restriction méthodologique, que cette restriction est temporaire et que l'immanence doit s'ouvrir en un second temps à tout ce qui avait été exclu comme transcendant. Vu sous cet angle, l'immanence est finalement un principe directeur. Elle implique une coupure momentanée de l'objet avec ses contextes. En même temps, elle permet de réintroduire ces éléments extérieurs. Hjelmslev précise à ce sujet, ainsi toutes les grandeurs qui, en première instance, devaient provisoirement être écartées comme des objets non sémiotiques, sont intégrées, réintégrées comme des composants nécessaires des structures sémiotiques d'ordre supérieur. Donc, finalement, ce qui est transcendant et non pertinent à un niveau donné peut être étudié par l'intégration sur la base de l'immanence à un niveau supérieur. Corrélativement, est dépassée la dichotomie entre immanence et transcendance. L'immanence et la transcendance se rejoignent dans une unité supérieure fondée sur l'immanence. C'est cette idée que repose la théorie des plans d'immanence de Jacques Fontanille. Elle adopte une conception intégrative qui consiste à articuler différents paliers d'immanence et de niveau de pertinence. Chaque palier distingue un plan structurel formel, qui est le plan du contenu, et un plan d'expérience qui correspond au plan de l'expression, c'est-à-dire à la manifestation sensible et matérielle des choses.
Prenons un exemple, l'exemple du dies irae, séquence extraite de la messe pour les défunts. Une fréquence individuelle, par exemple une fréquence de 440 Hz dans la monodie, en fréquence entendue, en tant que phénomène acoustique sensible, n'est pas chargée de sens sur le plan musical. C'est l'un des aspects que relevait Marie-Noëlle Masson hier. Cet élément est assimilé à un élément, à un contenu musical, c'est-à-dire à une hauteur, selon un processus suivant. Si l'on tient compte de l'ensemble des fréquences rencontrées dans une unité supérieure, celle de toute la monodie, et que par un processus interprétatif et une grille de lecture qui est nécessairement extérieure, on lui assigne une catégorie, en l'occurrence celle du degré La3 ici. Ainsi, un plan d'expérience devient un plan d'immanence s'il fait apparaître la possibilité d'une fonction sémiotique. Par ailleurs, l'identification d'un palier d'immanence, n, ici celui d'une hauteur, suppose toujours la prise en compte d'un palier supérieur de l'ordre de n plus 1, qui est à ce stade encore transcendant. Ici, celui de l'ensemble des fréquences. Or, ce palier n plus 1 peut devenir immanent à son tour par la prise en compte d'un niveau n plus 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur ces bases, Fontani distingue, et là j'ai un petit problème parce que les plans ne sont pas affichés dans le grand cercle rouge, je vais essayer de les expliciter le plus possible. Fontani distingue différents plans d'immanence qui peuvent être transposés jusqu'à un certain degré à des problèmes musicologiques. Le premier plan, qui est le niveau du signe, qui apparaîtrait ici tout en bas, concernerait par exemple des hauteurs, des progressions harmoniques. Le niveau du texte serait un second plan. Il reviendrait par exemple à se préoccuper d'une forme sonate, d'une symphonie, d'un corpus d'œuvres. Le niveau de l'objet s'intéresserait par exemple à l'organisation particulière d'un livre de chant dans sa matérialité ou d'une partition d'orchestre. Un niveau supérieur encore concernerait les pratiques. Il concernerait par exemple les pratiques compositionnelles, les pratiques performatives ou encore les pratiques de réception. Le niveau des stratégies, l'avant-dernier niveau, se rapporterait par exemple à une comparaison des pratiques esthétiques ou performatives à un moment donné. Et enfin, les niveaux de ce que Fontani appelle les formes de vie concerneraient notamment les contextes socioculturels, par exemple celui de la Réforme ou de la contre-réforme au XVIe siècle. Alors, il va sans dire que certains paliers impliquent des coupures, mais selon le point de vue défendu ici, l'hétérogénéité des paliers ne remet pas en cause en soi le principe d'immanence tel que je viens de le décrire. Donc, si j'insiste tant sur ce principe d'immanence en tant que principe directeur dans une séance qui est a priori dédiée à la question de l'apport sociétal, c'est d'une part parce que j'ai la conviction que sur le plan musicologique, il constitue une base nécessaire à une ouverture plus méthodologique au contexte, et d'autre part parce que cette question est décisive pour la question de la musicologie numérique qui me préoccupe et celle des implications sociétales. D'autre part, en effet, c'est parce que l'immanence constitue une condition absolument indispensable à la modélisation. C'est en effet parce que nous considérons à un moment donné que l'objet d'étude est stable et autonome qu'il devient possible de décrire son fonctionnement et d'en explorer les relations. Il faut voir toutefois que cette modélisation ne peut se faire de manière entièrement mécanique et neutre, et ce pour la raison suivante. Si le plan de l'expression, donc la substance, est généralement visible dans l'objet et très souvent quantifiable, les fréquences par exemple, le plan du contenu, par essence qualitatif, reste inaccessible à partir des seules traces matérielles du matériau musical. L'association entre le plan d'expression et le plan du contenu ne peut donc se faire mécaniquement. Au contraire, elle requiert nécessairement une démarche interprétative, et c'est là que je vais faire le lien avec la question des contextes sociétaux aussi, des approches participatives, démarche interprétative, qui consiste à identifier des caractéristiques internes à partir de grilles de lecture qui sont nécessairement extérieures à l'objet. Donc c'est à ce niveau que les approches collaboratives rendues possibles par les technologies du web s'avèrent très utiles. Elles dégagent en effet des nouvelles voies pour la production de connaissances dans le cadre de pratiques participatives, critiques et interprétatives. Je vais revenir à présent à partir de trois exemples concrets, 3 exemples de projets numériques et en les explicitant à partir de la séquence du dies irae que je mentionnais à l'instant.
Un premier exemple se situe au niveau de la production de corpus et de partitions numériques. Dans le cadre d'une collaboration entre le CNAM, l'IRIMUS, le CESR et la BNF, le projet Jokojus se fixe pour objectif de développer des processus de transcription de fonds musicaux sur Gallica. L'objectif donc ici est de transformer les images numériques en des partitions interrogeables au format MEI, format que mentionnait Pierre hier dans le cadre de l'une des communications. Selon le degré de complexité de ces sources, le projet fait appel aux sciences participatives, soit pour la correction de partitions homérisées, donc de partitions qui auraient été reconnues au préalable automatiquement, soit pour la saisie intégrale de documents. Dans le cas présent, qui est la première mise en polyphonie du Dies Irae par Brumel, le document a été intégralement transcrit. Il est disponible dans la bibliothèque de partition Neuma et peut faire l'objet de modifications et d'annotations par les utilisateurs authentifiés. Ainsi, l'initiative s'inscrit finalement dans une démarche philologique et d'édition critique qui a été mentionnée hier aussi à plusieurs reprises et qui a été toujours au cœur des préoccupations de la musicologie, notamment de la musicologie française. Sur la base de ce travail, les partitions sont alors enrichies de connaissances musicales. C'est ce à quoi nous œuvrons actuellement dans le projet Polymire et en collaboration aussi avec des membres de la SFAM. L'idée ici encore est de conjuguer des traitements automatiques et des annotations critiques d'utilisateurs identifiés. Ici, par exemple, une première analyse de patterns dissonants dans le Dies Irae a été réalisée de manière automatique. Cette analyse peut toutefois faire l'objet d'annotations critiques et être complétée en ligne par des analyses alternatives et des commentaires signés par les auteurs de ces annotations critiques. Ce qui est intéressant, c'est de garder finalement la trace de cet enrichissement analytique de manière à pouvoir comparer les différentes analyses proposées, de pouvoir les placer dans une perspective interprétative auxquelles les sciences participatives sont effectivement particulièrement propices. Les retombées de ces initiatives sont donc essentiellement de deux natures. Il s'agit d'une part de la mise à disposition gratuite de documents patrimoniaux à destination de chercheurs, d'interprètes, mais aussi d'étudiants, d'amateurs. D'autre part, ces collections sont enrichies de données analytiques, critiques, qui peuvent être utilisées et complétées dans le cadre de recherche et de l'enseignement par la suite. L'organisation du Dies Irae en tant qu'élément musical est aussi dictée par son texte qui date, comme sa mise en musique d'ailleurs vraisemblablement du XIIe siècle. Ce texte entretient des relations intertextuelles avec des témoignages iconographiques contemporains. Il est possible jusqu'à un certain degré de reconstituer ces relations grâce aux travaux sur l'iconographie musicale, comme par exemple dans le cadre du projet Musiconis. Alors, il s'agit d'un projet catalographique et iconographique qui se fixe pour but de présenter et d'analyser des performances musicales, musiciens, chanteurs, danseurs, figurés sur des supports médiévaux des XIIIe au XVIe siècle, je pense. Les informations sur la performance, donc sur la relation entre les différents performateurs ou sur le son, sont produites ici encore sur une base collaborative par des utilisateurs identifiés, chercheurs, enseignants, étudiants, amateurs. Alors, ce travail vise évidemment à répondre à des questions scientifiques concrètes. Il s'agit de cerner comment l'organisation des formes, des couleurs, des matériaux fonctionne de manière signifiante et conditionne la sonorité de l'image. Dans le cas présent, l'interrogation de la base apporte des indications sur la thématique du jugement dernier, donc étroitement indissociable du Dies Irae que je mentionnais, et qui peuvent être mises en relation donc, avec la séquence. En même temps, il s'agit d'un outil qui s'adresse à toute la société. Il livre des clés absolument essentielles pour la compréhension du patrimoine, à commencer par exemple par des détails architecturaux dont nous avons perdu en partie aujourd'hui la clé de lecture. Le projet Musée Frême constitue un dernier exemple qui se situe cette fois-ci au niveau des pratiques et de ce que Fontanier nomme les formes de vie. Le projet repose sur une enquête archivistique et prosopographique systématique sur les musiciens d'église dans les dernières années de l'Ancien Régime. Cette enquête a été rendue possible ici encore grâce à un réseau participatif d'une centaine de membres constitué de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants, de retraités et d'amateurs d'histoire aussi.
Ce travail collaboratif réalisé sur le terrain, donc dans les archives, principalement les archives départementales, aussi les archives nationales et les archives municipales, a débouché sur la création, je pense l'état actuel est d'à peu près 34 000 notices documents validés par un comité scientifique, interrogeables en ligne et mises librement à disposition. Alors, ces notices, comme par exemple ici la notice de Charles-Joseph Torlé, livrent des indications fines sur les personnes et indirectement aussi sur les œuvres. Par exemple, on apprend ici que Torlé, maître de musique à l'Académie, a composé un Dies Irae, exécuté au concert spirituel en 1767, et que cette œuvre, suivant un témoignage de l'époque, est considérée sur le plan stylistique comme appartenant à l'ancien genre. Tout ceci renseigne finalement indirectement aussi sur les conditions des musiciens du culte et donc sur les contextes de création et de production. Au fur et à mesure que ces contextes pourront être investis systématiquement et qu'il sera possible d'en identifier l'organisation interne, ils pourront être mis en relation avec les œuvres et constituer un palier d'interprétation supplémentaire à ce niveau. Donc, en conclusion, la voie qui s'esquisse ici, bien que très imparfaitement en raison des contraintes de temps, consiste à retenir l'idée de l'immanence comme principe directif, sans se cantonner toutefois aux signes et aux textes, mais en intégrant des paliers d'immanence supérieurs, que ceux-ci concernent les objets, les pratiques ou encore les formes de vie. Il s'agit ainsi non seulement de comprendre l'œuvre, mais ce qui paraît tout aussi important, les traces intellectuelles et socioculturelles qui s'inscrivent en cette œuvre et qui la conditionnent en partie. Alors, le concept vraiment de bon gré, l'articulation entre les paliers n'est pas vraiment visible pour l'instant à travers les 3 exemples que j'ai montrés ici. Ni le corpus, ni surtout les outils d'annotation critique sont suffisamment développés à ce stade. Mais il me semble tout de même que ces quelques exemples montrent que les démarches participatives peuvent jouer un rôle absolument clé dans cette articulation des paliers. D'une part, les approches participatives favorisent une production de connaissances musicologiques situées, donc signées par des différents intervenants, interventions, annotations critiques qui peuvent être mises en regard, qui peuvent être comparées, et à ce titre qui renouent aussi avec des traditions d'ordre interprétatif, des traditions d'ordre herméneutique qui me paraissent essentielles aux sciences humaines. D'autre part, ces approches placent la production de connaissances musicologiques au sein d'une pratique sociale en convoquant différentes communautés de spécialistes et d'amateurs. Et enfin, il me semble là que c'est un point vraiment essentiel, elles permettent une répartition nécessaire des tâches tout en autorisant une articulation des connaissances musicologiques. Il semble en effet absolument impossible à une seule personne de sonder l'ensemble des paliers que j'ai évoqués ici. En particulier, la technicité du langage musical est telle qu'elle nécessite une préoccupation, une investigation pour elle-même. Donc il ne s'agit certainement pas ici de fusionner les champs disciplinaires, ce qui reviendrait aussi en un sens à les niveler, mais au contraire de les articuler dans une démarche d'une musicologie qui pourrait se réclamer effectivement de ce que nomme Jean-Jacques Natier, une musicologie d'ordre général. Parmi les nombreux défis posés par la démarche, 4 me semblent vraiment décisifs. Le premier est d'ordre épistémologique. Il s'agit de concevoir des paradigmes qui concilient les approches algorithmiques avec le travail interprétatif et collaboratif. Un autre défi est d'ordre, on pourrait le qualifier de gnoséologique. Il faut montrer que les connaissances musicologiques ne sont pas de nature ontologique et statique, mais qu'elles reposent sur des pratiques, sur des processus interprétatifs, sur des pratiques sociales et interprétatives. François Rastier affirme à ce sujet que connaître, c'est finalement apprendre au sein d'une pratique sociale. Un troisième défi est pédagogique. Il faut faire prendre conscience que les bibliothèques virtuelles et outils d'organisation des connaissances constituent un accès de premier plan à l'héritage musical. Et enfin, je terminerai là-dessus. Le dernier défi est d'ordre sociétal. Il s'agit de prendre la mesure du fait que la société, amateurs et professionnels, historiens, ethnologues, analystes, sociologues, informaticiens, et j'en oublie sous doute, jouent un rôle à la fois collectif et différencié dans cette construction des savoirs musicaux.